Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel consacrée au football. Aujourd'hui en France, seuls 10% des licenciés sont des femmes, contre 40% aux États-Unis et 1 million de joueuses en Allemagne. Alors avec ce mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, les Bleus vont bien sûr tenter de ramener la coupe à la maison, mais aussi de donner un vrai coup d'envoi au football féminin. À Clairefontaine, la pression monte. Les Bleus savent que les enjeux vont au-delà de la compétition et qu'une victoire peut aussi contribuer à populariser le football féminin. Après la Coupe du Monde 2019 organisée par la France, la pratique aurait pu décoller, mais la fédération n'a pas vraiment su capitaliser dessus. Symbole du retard dans ce domaine, ce n'est que cette année, pour la première fois depuis 1991 et la création du mondial féminin, qu'une Bleue est accompagnée de son enfant sur la compétition, la milieu de terrain de l'Olympique lyonnais, Amel Majri. Amel Majri, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première internationale française à avoir été accueillie ici à Clairefontaine avec votre bébé. D'une certaine manière, vous avez déjà fait l'histoire. Est-ce que ça vous réjouit ? Oui, réjouie, voilà, je suis contente. Contente, moi, déjà, dans un premier temps, pour pouvoir emmener ma fille avec moi, parce que c'était avant tout des questionnements et des doutes. Mais voilà, ils ont effacé tous les doutes et pour moi, c'est une énorme satisfaction, mais en même temps, sur le plan footballistique, ça me permet de me concentrer pleinement dans le foot. L'Olympique lyonnais, il est assez connu quand même dans le football féminin. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce club ? Il a eu un président en or qui s'appelle M. Jean-Michel Aulas et qui n'est plus à la tête de l'OL, mais c'est un président qui a cru en son projet et qui nous a donné toutes les cartes pour pouvoir nous exprimer. Et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a pu, à travers le monde, rayonner. Faire grandir le foot féminin français, exactement, en fait. Exactement. Le fait qu'autour de nous, on avance et que nous, on se rend compte qu'avec tout ce qu'on a comme qualité, on se fasse, on va dire, dépasser et que ça nous met aussi un peu la pression, mais ça serait du gâchis pour moi d'avoir une telle institution et d'être encore, on va dire, un peu à la traîne. Donc là, voilà, on a mis les bonnes personnes et je pense que là, c'est vraiment des gens qui savent ce qu'ils veulent et j'espère qu'ils nous ramèneront le plus haut possible. Il y a beaucoup plus de femmes licenciées dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, l'Angleterre aussi a un foot féminin très développé. Pourquoi ça ne décolle pas en France ? Ça doit être culturel peut-être. Après, c'est un état d'esprit, c'est comme dans tout en fait. Là-bas, les gens en Espagne, ils aiment se déplacer, que ce soit un public familial, ils aiment aller voir les matchs. Je trouve qu'il y a plus de soutien qu'en France. En France, on est soutenu, mais... Mollement ? Mollement, très mollement, ou peut-être que quand il y a des compétitions. Dernière question, est-ce qu'elle fera du foot, Mariam ? Elle fera ce qu'elle aime, et si elle aime le foot, elle fera du foot. À l'image de l'Olympique lyonnais, plusieurs clubs ont investi dans leurs équipes féminines, comme le PSG ou Montpellier. Mais la plupart n'en sont pas là, qu'il s'agisse des fonds qui sont consacrés aux différentes équipes ou des salaires. Je pense que si on gagne une Coupe du Monde, ça va faire bouger beaucoup de choses. Peut-être pas l'égalité salariale, mais en tout cas, ça nous ferait bien évoluer, c'est sûr. Les infrastructures aussi sont de qualité pour le moins inégale. Ah oui, effectivement. On était arrivés sur le terrain le jour du match et il y avait des vers de terre, plein de vers de terre. Et du coup, ils avaient dû ramasser, je crois, une 30aine de kilos de vers de terre. Ouais, donc je pense que chez les garçons, on n'a jamais vu ça. La FFF a lancé son plan de féminisation en 2012 pour développer les performances des joueuses et la mixité de l'encadrement et de la gouvernance. Plusieurs personnalités veulent accélérer le mouvement, comme le sélectionneur des Bleus, Hervé Renard, qui a fait le choix de diviser son salaire par 10 pour rejoindre l'équipe féminine. Dans les instances de la fédération, Aline Riera aussi est engagée. Ex-internationale française, trésorière de la FFF, elle sait tout ce qui reste à faire. Aujourd'hui, les joueuses sont payées, mais pas encore autant que les hommes. Est-ce que ça vous semble possible ? Alors ça, je pense que je serai morte quand ça arrivera. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de parité de somme, c'est pas possible. Sur un contrat où les garçons vont gagner 50 millions, chez les filles, aujourd'hui, on est à 2. Il y a quand même des voyants qui sont ouverts. Le budget de la fédération, aujourd'hui, pour le foot féminin, c'est plus 25%. Au niveau de la FIFA, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres de ce qui est annoncé sur les primes. Ça a pris, je ne vais pas dire x10, mais presque. Restons sur cette idée-là de dire on développe de notre côté la pratique féminine et on donne ce qu'il faut pour ça. Aujourd'hui, sur l'ensemble des licenciés de foot, seulement 10% sont des filles. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a pas davantage ? C'est pas mal déjà 10%. C'est plus de 200 000 aujourd'hui.
c'est quand même pas mal. Il n'y a pas énormément de pratiques féminines qui vont au-delà de ça. Cette base, on l'a. Maintenant, il faut la fidéliser. Il faut aussi développer, pour qu'il y ait des praticiennes, il faut aussi développer les éducatrices, il faut développer les arbitres et de professionnaliser un peu plus l'arbitrage de haut niveau pour l'instant, mais aussi l'arbitrage amateur. Stéphanie Frappard fait partie de ces personnes qui vont travailler sur le développement de l'arbitrage féminin. Et puis, la meilleure chose, c'est un bon résultat. On a vu plein de petites qui sont là. Et je vais vous dire, moi, ce qui change pour moi par rapport à ce que je jouais maintenant, c'est que les jeunes filles s'identifient et arrivent avec des maillots féminins. Et ça, c'est déjà une sacrée victoire. Ce maillot est celui d'Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse française, hommes et femmes confondus. Marinette Pichon détenait ce record avant elle. L'ex-internationale est la première joueuse française à être devenue professionnelle aux États-Unis, la seule à avoir fait l'objet d'un biopic au cinéma. T'as rien à foutre sur le terrain, va jouer à la poupée. Du Québec, où elle exerce désormais à la tête du club de La Salle, Marinette Pichon compare les façons de faire et critique l'approche réservée au sport féminin dans son ensemble en France. C'est pas juste la fédération de football qu'on doit cibler, c'est toutes les autres fédérations qui ont tardé à avoir un vrai regard et un vrai engagement économique vis-à-vis le développement du sport français. On prend l'exemple des basketteuses de Bourges qui ont été je ne sais combien de fois championnes d'Europe et dont on ne connaît pas réellement le parcours, les volleyeuses de Cannes. Enfin voilà, c'est des coups de projecteur vraiment ponctuels. Est-ce que tu crois que je suis capable de jongler? Ok. Pour l'icône tricolore, le foot féminin ne parvient pas à faire assez vivre le spectacle pour susciter un engouement durable en France. Ce qu'il faut pour que ça change, c'est un intérêt réel des médias. Donc ça veut dire qu'il faut travailler l'image du sport féminin sur comment attirer le public dans les stades, comment créer une incertitude sportive et surtout, c'est comment le faire vivre sur du long terme. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être eu trop de temps entre l'année 2019 où il y a eu la Coupe du Monde, où on a bénéficié d'une superbe exposition versus l'Angleterre, l'Espagne, qui en quelques mois ont monté leur championnat et puis ils remplissent le Camp Nou, ils remplissent Wembley, donc ça veut dire que c'est possible, quoi. Wembley, où plus de 87 000 personnes assistent à la finale de l'Euro 2022. Vainqueuses de la compétition, les Lionnes anglaises sont acclamées par le public et font tripler la fréquentation des stades pour le foot féminin. Dans la foulée, Londres annonce un investissement de plusieurs milliards d'euros. Quant à la fédération, elle profite de cette victoire pour mettre un coup d'accélérateur et faire de la Women's Super League le meilleur championnat féminin au monde. Nous avons vraiment continué à attirer les fans et nous avons constaté une augmentation massive du nombre de fans qui suivent nos matchs de Super League féminine, nos matchs de championnat. On a aussi vu une augmentation générale de l'intérêt commercial pour le jeu féminin, donc je pense que cette victoire a eu un effet déterminant. Le Royaume-Uni était déjà le 3e pays européen en nombre de femmes licenciées, mais l'exploit des Lionnes attire encore plus les petites filles. On a vraiment été inspirés par les femmes qui ont gagné l'Euro. Et on a regardé absolument tous les matchs. C'était vraiment cool. Au Havre aussi, les filles jouent au football avec un intérêt tout particulier. Ce club, le plus ancien de France, se distingue par la place qu'il accorde à ses joueuses. En 2015, le HAC est racheté par Vincent Volpe, un homme d'affaires américain, havrais d'adoption depuis qu'il y a rencontré sa femme Christine. Ensemble, ils ont pris une décision unique en France, ouvrir le stade Océane aux femmes comme aux hommes, et ce, alors qu'elles ne jouaient pas encore en D1. C'est fait exprès. Et quand nous avons décidé de vraiment donner un coup de pouce à notre programme féminin qui était en 2017, une partie de la décision, c'était de valoriser tout de suite le club, le côté féminin. Et donc, la meilleure façon de faire ça vis-à-vis des autres, c'est de faire jouer les filles ici, dans le stade. Parce qu'on était persuadés, si on mettait une belle équipe sur le terrain le plus vite possible, on aurait créé un engouement dans la communauté
vis-à-vis des filles. Chose qu'on avait fait avec les garçons depuis très longtemps. Et on voyait qu'on crée des bons, les citoyennes productives, respectueuses et dignes. Et on a dit, bon, mais on fait pour les garçons. Je ne comprends pas pourquoi on fait pareil pour les filles. Faire jouer ici, dans ce stade, valorise l'équipe, valorise les filles dans le programme et ça attire plus. Et maintenant, on a triplé le nombre de filles dans le programme en aussi peu de temps. Et le niveau est vraiment haussé. Et le public suit? Le public suit. Moins que j'aimerais, honnêtement. Mais on a à peu près 1000, entre 500 et 1000 spectateurs par match. Mais il vient de plus en plus. Le niveau est très haut. On reçoit les meilleures équipes de l'Europe, les équipes françaises qui sont très très bons. Lyon, PSG, PFC, etc. Et puis, il y a de plus en plus d'engouement, même avec le niveau des fans qui suivent les garçons. Ils commencent plus en plus de suivre les filles. Mais malgré tout, ça a un coût économique de traiter les hommes et les femmes de la même manière. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, c'est énorme parce qu'il y a très très peu de subventions et très peu de droits de télé. Et donc vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Ça sort de notre poche, moi et Christine, mais on le fait parce qu'on est engagé. Est-ce que vous pensez que le football au féminin, c'est l'avenir du football en France? La question est complexe parce que je ne vois pas comment on va déplacer la popularité de football masculin en France. Mais je ne crois pas que c'est une question de compétition. Est-ce que ça sera valorisé correctement? Est-ce que les joueuses vont toucher les salaires plus que les SMIC? La question, elle est là-dedans, je crois. Et puis, je crois qu'il faut continuer comme ça et continuer de pousser les élus, continuer de pousser les sponsors, les droits télé, qui ça donne plus en plus parce que c'est le seul moyen de financer le programme. Mais je crois que ça va arriver. Et quand ça arrivera, ces jeunes joueuses seront les premières à en bénéficier. La nouvelle génération, en tout cas, est plus près du but.